Le temps que vous vous posiez une question, ils ont déjà 3 réponses et des solutions. Francis Gosselin et Isabelle Perron. Est-ce que les jeunes sont paresseux, Oli? T'es-tu paresseux, Les jeunes, toi? non, je suis pas paresseux. Je pense Non? que personne à Cube est paresseux, pour être bien honnête. On a plusieurs chapeaux. Mais j'ai vu, par exemple, un changement dans la vision du travail et de ce que c'est de mettre la main à la pâte, peut-être. Tu sais, on avait la vision du bûcheron, là, tu sais, de l'homme dans le bois. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Vraiment, le travail plus pratique, hein, le menuisier, là, hein, le Québécois charpentier menuisier, il y en a beaucoup. Mais je pense qu'à notre âge, là, moi, j'ai 25 ans, dans la vingtaine, début trentaine, les gens soit qui vont changer ou ont déjà une idée de ce qu'ils aimeraient, c'est-à-dire de la liberté. Hein? Il y a des conditions beaucoup plus différentes, peut-être des rôles plus créatifs aussi. Je pense que c'est ça la vision. C'est ça la question. Puis encore une fois, je ramène ça. Est-ce que les jeunes sont paresseux? Si vous êtes à l'antenne de Cube depuis quelques minutes, vous avez sûrement entendu la dernière invitée de nos collègues précédents, là, Rémi Villemur et Karima Brick, pardon. Je sais pas si c'est de la paresse, mais tu sais, ce que tu décris, le bûcheron, puis bon, une espèce d'image là, un peu peut-être ancienne, mais tu sais, le cœur au ventre, tu sais, j'ai envie de sortir de chez nous, puis de couper du bois, d'agir sur le monde. Je comprends ce que tu dis, là, on veut être créatif et tout, mais j'ai le sentiment que c'est du moins une forme de désengagement aussi. Là, je sais pas si c'est de la paresse, mais c'est comme moins je vais m'engager avec la réalité, je vais faire de quoi de positif. Peut-être que c'est juste différent, hein, remarque, je suis pas ici pour juger, je pose la question simplement. Puis si on regarde les chiffres, bon, vous le savez, là, mais il y a 25 ans, une maison, ça coûtait 3 fois le revenu familial. Aujourd'hui, c'est 6-7 fois le revenu familial. Fait qu'il y a peut-être ta volonté de genre sortir dans le bois, là, puis varger dans de la viande crue, là, est moins grande quand tu sens pas que ça te permet d'accéder à quelque chose. Ça, c'est une affaire. En même temps, 62% des jeunes de 15 à 24 ans occupent un emploi, ce qui est quand même fou. C'est 2 jeunes sur 3, grosso modo. Et le Canada, c'est un des pays qui a le taux d'emploi les plus élevés de cette tranche-là au monde. Donc, je ne sais pas si les jeunes de la planète sont paresseux, mais si on regarde juste les jeunes qui travaillent... C'est positif. Il y a plus de jeunes qui travaillent aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 40 ans ou 60 ans. Les jeunes là, de 15 à 24 ans travaillaient beaucoup moins en proportion à l'époque. Donc, c'est quand même intéressant, évidemment, à savoir. Puis encore une fois, le problème, c'est pas tellement qu'ils veulent pas travailler, c'est qu'on leur offre pas trop d'opportunités. Là. C'est l'autre composante, là, le taux de chômage. Là, on a beaucoup parlé de ça dans les médias ces derniers temps, mais presque 15% de taux de chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans. Ça se compare quasiment à la pandémie, là, ce qui est quand même fou. Là, je veux dire, ça n'a pas de maudit bon sens. Il y a à peu près un Québécois sur 6 qui est jeune. Hein. Fait que c'est fou quand tu as 1/6 de ta population qui veut travailler, qui est en âge de travailler, qui a le cerveau, puis les bras, puis les jambes pour travailler, puis qu'on leur trouve pas de la job, ça crée ça aussi, une espèce de désamour peut-être pour le travail quand tu cherches puis t'envoies des CV puis t'essayes. Je serais curieux aussi de voir l'âge des employeurs parce que si un employeur est plus vieux puis ne comprend pas justement cette mentalité-là d'être beaucoup plus dans la créativité, peut-être dans un horaire qui n'est pas nécessairement de 9 à 5 comme on est habitué de voir t'as du cœur au ventre, t'es travaillant parce que tu sues. Mais c'est pas vrai parce que tu sues que tu n'es pas travaillant. Aujourd'hui, c'est rendu différent. T'en parlais un peu plus tôt, tantôt tu dis j'ai pas tant l'impression de travailler, mais dans un sens, c'est positif, ça. Tu dis, moi, à Cube, moi, je n'ai que du plaisir en ces murs. Et donc, c'est drôle parce que c'est un travail, mais en même temps, je viens pas à l'ouvrage. Je vais aller travailler aujourd'hui. Je suis pas bougon dans mon rapport au travail, mais je peux comprendre, évidemment, que je suis privilégié. Je parle dans un micro. Il y a d'autres mondes qui ont des emplois plus pénibles, peut-être un petit peu plus répétitifs. Bref, pour parler de tout ça, on joint Rudy Imbert, qui est le président-directeur général du réseau des Carrefours Jeunesse Emploi du Québec. Bonjour Rudy. Bonjour Francis. Tu nous écoutes, j'imagine, depuis quelques minutes. Là. Bon, déjà, les nouvelles ne sont pas super bonnes, mais les jeunes travaillent. Toi qui es à la tête de ce réseau des Carrefours Jeunesse, qu'est-ce que vous voyez un peu comme sur le terrain, là, comme étant la situation des jeunes au Québec? Effectivement, je pense qu'il faut commencer par détruire un mythe. Non, les jeunes ne sont pas paresseux. Non, ce n'est pas vrai que les jeunes ne veulent plus travailler. Les données racontent une histoire très différente. Tu l'as mentionné, les taux d'activité au Québec des jeunes n'ont jamais été aussi élevés actuellement que chez les générations précédentes. On a aussi 2 fois plus d'étudiants qui travaillent aujourd'hui que la génération précédente. Donc, ce taxe sur une génération paresseuse, je suis sûr que vos aînés disaient la même chose de votre génération. Et on peut tirer ce
fil quasiment depuis le début de l'humanité. Ce qu'on voit essentiellement sur le terrain, c'est plutôt qu'il y a peu d'occasions pour les jeunes d'entrer sur le marché du travail actuellement. À l'échelle d'un an, on a perdu à peu près 90 000 emplois au Québec. Ce qui fait que le taux de chômage des jeunes monte de façon significative. Et ça arrive aussi dans un contexte qui est anxiogène. Ce que nous disent les jeunes essentiellement, c'est qu'ils refusent pas le rapport au travail et au rapport à l'effort. Par contre, ils refusent que l'ensemble de leur réussite soit défini par leur rapport au travail et qu'il faut considérer d'autres dimensions de la vie, la conciliation, la santé, la famille, le rapport aux liens. Donc, c'est toute cette façon-là de voir que le travail se recompose dans la vie des jeunes et qu'il n'est plus la boussole unique de toute une génération. Je serais intéressé de savoir ce que nos auditeurs, téléspectateurs en pensent. Si jamais ça vous tente de participer à la conversation, n'hésitez pas, 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Rudy Imbert, je voulais quand même te demander, parce que, tu sais, j'entends ce que tu dis, j'observe et je constate quand même qu'il y a un certain fantasme, ou en fait une volonté, là, je sais pas comment la décrire, chez les jeunes, puis c'est relativement nouveau, ça vient avec l'Internet, là, et toute cette révolution-là qu'on a vécue, mais genre de volonté de gagner sa vie sans effort, là, grosso modo, que ce soit les cryptos, que ce soit, tu sais, il y a tous ces influenceurs là, du web, là, puis évidemment le métier d'influenceur lui-même, là, qui est il y a quelques années, je me rappelle, là, c'était l'aspiration de la majorité des jeunes, c'était de devenir YouTuber. Je veux bien, puis j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font ça, mais est-ce que, tu sais, si tous les Québécois sont YouTubers, je veux dire, qui va conduire les autobus, fabriquer les maisons, tu comprends ce que je veux dire? Il y a quand même ça qui est différent, un différent rapport entre l'effort et le dollar, là, j'aurais envie de dire. J'aimerais t'entendre un peu sur comment tu vois ça en tant qu'expert. Oui, c'est vrai que les jeunes sont surexposés à des modèles de réussite faciles et rapides à travers les réseaux sociaux. Tu as mentionné plusieurs cas, mais on sait que c'est illusoire. Le nombre de jeunes qui réussissent dans ces modèles-là, c'est une fraction des jeunes qui investissent du temps et de l'énergie. Et ça va nous amener à un problème majeur. C'est qu'en réalité, ce qui se passe actuellement, il y a une rupture dans le pacte social qui nous a été présenté depuis plusieurs générations, que l'effort était payant, que le fait de travailler te protégeait de l'insécurité alimentaire. C'est plus vrai. Les jeunes font la file dans les banques alimentaires, même lorsqu'ils travaillent. La promesse de travailler à temps plein qui te disait que tu allais pouvoir te loger convenablement. C'est plus vrai. Vous avez parlé des enjeux de la crise du logement, des jeunes qui restent plus longtemps également chez leurs parents. Donc, le rapport à l'effort et au travail s'est transformé parce que les promesses n'ont pas été tenues du travail et de l'effort comme une condition de sécurité dans la vie, une possibilité de construire sa vie autour du travail. Donc, c'est ce rapport-là qui est en transformation actuellement. Et ce qui me semble être le nœud du problème, c'est que le rapport au travail est essentiellement un rapport à l'avenir. On travaille pas uniquement pour aujourd'hui. On travaille parce qu'on pense que demain peut être meilleur. Et c'est là qu'il y a quelque chose de très spécifique à cette génération, c'est qu'elle pense vivre moins bien que ses parents. 80% des jeunes nous disent que demain sera moins bon qu'hier. Dans ce sens-là, pourquoi fournir des efforts dont on estime qu'ils ne seront pas récompensés dans les prochains mois ou les prochaines années? Donc, c'est vraiment un rapport à l'avenir qu'il faut réétablir et un rapport au sentiment d'impact que peuvent avoir les jeunes sur nos politiques publiques et nos choix collectifs en règle générale. Mais Rudy Imbert, là, les jeunes qui nous écoutent, là, qui vont tenter de, oui, peut-être devenir influenceurs, mais on s'entend, ils vont quand même finir par faire un métier qui nécessite, tu sais, je veux dire, de la sueur de leur front, puis quand même avoir une éthique de travail derrière. Comment convaincre des employeurs ou une génération qui, eux, ont connu ça, tu dois être un travaillant, tu dois être à tous les jours de telle heure à telle heure au bureau, te donner corps et âme pour ton emploi, alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. On veut vivre avec un emploi qui n'est pas au centre de notre vie. Comment on peut convaincre un employeur? C'est l'enjeu central, ce que tu mets sur la table, c'est de favoriser un dialogue entre les générations. Puis on a encore de la difficulté au Québec à favoriser ce dialogue-là. On est beaucoup dans les caricatures, dans l'opposition. Puis je vous annonce même que ça va s'empirer parce qu'on parle essentiellement de la Gen Z qui arrive sur le marché du travail, qui crée ces tensions-là. Mais il y a déjà la génération alpha qui est en train de pousser, puis qu'il y a aussi d'autres aspirations, des façons de concevoir le marché du travail. Donc la succession des générations s'accélère et le travail de rétablir un contrat implicite entre les attentes des employeurs et ceux des employés n'a pas été fait. Donc on va avoir besoin d'espace de dialogue, de ne pas opposer ces deux éléments-là. Les jeunes ont besoin d'accompagnement, mais nos employeurs aussi ont besoin parce qu'ils ont aussi des attentes qui sont légitimes. Puis au Québec, essentiellement, c'est des petites et moyennes entreprises qui sont pas dotées d'un département de ressources humaines spécialisé sur l'accueil et l'intégration des nouvelles générations au travail.
Donc, il va falloir utiliser des outils comme les Carrefour Jeunesse Emploi pour favoriser et l'accompagnement des jeunes et l'accompagnement des employeurs. Et cette génération-là qui entre sur le marché du travail, dans 10, 15, 20 ans, ce sera les futurs employeurs. Donc, comment faire en sorte que cette génération-là accepte aussi d'occuper des postes dits à autorité, des postes de gestion, parce qu'on a ce phénomène-là aussi qu'on appelle d'unconscious bossing, où les jeunes ne veulent pas accepter les postes de direction de numéro 1 et se contentent de postes de numéro 2 ou 3 parce qu'ils ont vu les générations précédentes beaucoup suer à l'ouvrage. Rudy, tu me fais penser à quelque chose parce que c'est aussi un élément que j'observe, et puis c'est des statistiques nationales, l'intention d'entreprendre chez les jeunes est en baisse. Hein? Et là, je me dis, tu sais, la vie est dure, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure est certainement vrai, mais en même temps, je me dirais, moi, tu sais, c'est peut-être bon, mon ADN, mais tu sais, quand la vie ne te donne pas ce que tu veux, tu vas chercher, tu entreprends, tu lances ton affaire. Comment, encore une fois, je veux pas conclure trop facilement que c'est de la paresse, mais pourquoi est-ce que pourquoi les jeunes ne veulent pas à ce moment-là ni travailler fort parce qu'ils n'y croient plus, mais ni même partir des business, je veux dire, à un moment donné, il faut pas juste attendre que l'univers te donne du poisson à manger, faut aussi se mettre à la pêche, non? Pleinement, et c'est ce que font les jeunes, parce qu'en réalité, l'intention d'entreprendre chez les jeunes reste relativement élevée, même si elle est trop faible par rapport aux enjeux qu'on a autour du reprenariat, elle reste relativement élevée. Elle a beaucoup descendu en contexte de pénurie de main-d'œuvre. Pourquoi prendre le risque de se lancer en affaires quand tu avais une multitude d'opportunités devant toi? Là, ce monde-là a changé, donc le rapport à l'entrepreneuriat est en train de se transformer comme une réponse aux barrières sur le marché du travail. Par contre, moi, l'enjeu n'est pas seulement sur l'intention d'entreprendre chez les jeunes, mais c'est sur leur réalisation concrète en entrepreneuriat. Et là, on a un trou immense au Québec entre le nombre de jeunes qui disent « j'aimerais être entrepreneur » versus ceux qui le deviennent réellement. Pourquoi? Parce qu'on a un trou de service autour du pré-démarrage. Un jeune qui se dit « peut-être que je verrai me lancer en affaires, je pense que j'ai certaines habiletés entrepreneuriales pour le faire » versus le jeune qui arrive avec « voici mon plan d'affaires clé en main à financer ». Il y a un gouffre entre les deux. Et on a peu ou pas d'accompagnement entre l'intention d'entreprendre et la réalisation concrète. Notre modèle d'accompagnement en affaires est essentiellement fait pour des projets beaucoup plus matures. Donc, on se doit d'investir au Québec autour du pré-démarrage et de la mise en mouvement des jeunes autour de l'entrepreneuriat. C'est, à mon sens, un trou de service qu'on a actuellement qui est en train d'amputer une génération complète de la capacité d'entreprendre et de reprendre, je dirais, parce que l'enjeu est aussi essentiellement ici. Donc, la volonté est là, mais les outils d'accompagnement ne sont pas disponibles actuellement. Je comprends. Écoute, ça fait énormément réagir sur la messagerie, Rudy. On a François de Montréal qui dit « J'ai mes 4 jeunes, ils travaillent fort, 15, 19, 20, 22. Ils travaillent tous, ils placent de l'argent, ils économisent. On a du fun, ils ont des amis, on est loin de la paresse. » Autre point de vue intéressant, je trouve, afin d'évoluer dans la vie, il faut savoir s'adapter. Puis ça touche un peu ce que tu disais, Rudy, peut-être, bon, la pandémie, les temps durs, l'économie incertaine, mais or, aujourd'hui, nous sommes tenus de continuellement nous adapter à la jeune génération, et les jeunes, eux, perdent cette capacité d'adaptation en ne s'adaptant pas. Ça contribue à leur anxiété, ça crée cette espèce de spirale vicieuse. C'est une vue de l'esprit ou c'est quelque chose qu'on observe, Rudy Imbert? Il y a plusieurs éléments là-dedans. D'une part, c'est vrai que l'économie s'est transformée beaucoup plus vite que tous les autres individus au Québec, que ce soit les jeunes ou les employeurs. En 2 ans, on est passé d'un contexte où on avait 2 fois plus de postes vacants que de chômeurs à aujourd'hui 2 fois plus de chômeurs que de postes vacants. C'est sûr que les attentes des jeunes, comme les pratiques des employeurs, et je vous dirais encore plus nos politiques publiques, n'ont pas eu le temps de s'adapter à ce changement-là, qui est un changement culturel qui est beaucoup plus lent à opérer que les transformations économiques. Par contre, je pense qu'on demande aux jeunes de s'adapter en permanence. Aujourd'hui, ce qui est valorisé, c'est l'agilité, la formation continue, le mouvement, versus où avant, on nous présentait des modèles de carrière linéaires. Ouais. J'ai joué le jeu, j'ai étudié fort, ensuite j'ai travaillé fort, le sentiment d'effort et de loyauté était récompensé par une carrière stable qui nous permettait d'accéder à certains projets de vie. Aujourd'hui, tout ça a éclaté comme modèle et ça ne reviendra pas à court terme. Par conséquent, il est indispensable de revoir nos modèles, de former les jeunes en continu. On disait qu'avant, le développement d'une compétence était valable pendant 25-30 ans. Aujourd'hui, l'OCDE nous dit qu'une compétence devient caduque au bout de 2 ans. Donc, les jeunes vivent dans un monde qui s'accélère et c'est sûr qu'ils recherchent une certaine dose de stabilité puis de résonance avec le monde.
Et tout ça n'est pas compatible avec une course continue à la croissance et à la productivité. Donc, il va falloir assurément renouveler nos modèles de la place des jeunes dans nos entreprises et établir un dialogue beaucoup plus structurant entre nos PME et les futurs travailleurs. Rudy Imbert, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes PDG du réseau des Carrefour Jeunesse Emploi du Québec. On va poursuivre sur cette lancée avec Naomi Auger. Elle est créatrice de contenu. Tiens, elle a été presque accusée déjà pendant le premier segment. Bonjour Naomi, je la vois toute souriante. Naomi, on se lance. Est-ce que les jeunes sont paresseux déjà? Moi, je trouve pas. Je suis pas d'accord avec ça, du tout même. Mais alors, on peut se tutoyer, Naomi, quelle est ta lecture de la situation des jeunes, là, un peu à la lumière de ce que nous disait Rudy, puis des observations qu'on a faites? Ben, ça va vraiment aller en le sens que Rudy freinait, là, c'est que je pense que les jeunes, on a une lecture du milieu du travail différente, où est-ce que, la flexibilité, la liberté est importante. T'sais, on se tue plus pour notre job, notre personnalité n'est pas définie nécessairement par le travail. Puis je pense que c'est ça, on atteint une qualité de vie avant de se tuer à l'ouvrage. Je pense qu'il y a comme cette lecture-là du monde, du travail qui a changé. Un genre de changement de paradigme là, qui est quand même assez important. Puis c'est ça, la liberté, c'est comme une valeur principale, je pense, pour notre nouvelle génération. Tu es toi-même une transfuge de métier, j'ai envie de dire. J'ai cru comprendre que tu avais débuté ta carrière comme journaliste à l'emploi d'une organisation et tu as fait le choix, le saut d'être donc créatrice de contenu. C'est comme ça que tu te décris maintenant. Est-ce que c'est paresseux faire du contenu? Tellement pas, là, mais je pense que c'est facile. C'est un nouveau métier, là, le métier de l'influence puis de la création de contenu qui vient avec beaucoup de préjugés. Puis je pense que c'est facile de dire que c'est facile. Ce l'est dans le sens que je le sais qu'il y a des gens qui travaillent dans des fonderies en ce moment avec les températures qui fait comme ils ont une job plus dure que la mienne, j'en conviens. Ouais. C'est juste que c'est différent. Tu sais, moi, à chaque jour, je décide de me montrer en ligne. Ça demande beaucoup d'heures de montage. C'est de l'implication, c'est du travail. Tu sais, j'ai arrêté de me juger de faire ce que je fais parce que l'économie de la création de contenu, c'est une économie qui fleurit puis qui continue de prendre de l'expansion à chaque année. Tu sais, alors, c'est comme bien installé, c'est juste nouveau. Je pense que quand il y a des nouvelles choses qui arrivent, ça vient avec ces jugements. Tu sais, puis moi, j'ai étudié en communication, j'ai un bac en télé. Puis j'avais le rêve de faire de la télé, mais l'industrie de la télé, en ce moment, les jeunes n'écoutent plus la télé. Fait que je veux dire, mon rêve, il a beau exister, mais les opportunités sont pas là. Ils sont rendus en ligne. Où est-ce que les jeunes sont? Où est-ce qu'il y a une économie qui s'est créée? Autant la publicité, autant que le milieu créatif. Puis moi, je pense que j'ai eu cette intelligence-là et je n'ai pas eu cette paresse-là de dire, OK, go, on y va. On salue les gens de Cube Télé, d'ailleurs, qui nous écoutent en grand nombre. Et sur Cube.ca, sur toutes les plateformes. Sur YouTube. Mais ce que je retiens, c'est tantôt, on a comme tendance à toujours vouloir un peu s'excuser, tu sais, en disant, il y a des gens qui travaillent dans des fonderies, tu sais, qui suent, là, puis qui sont dans le gros travail, dans le vrai travail, entre guillemets. On peut-tu enfin juste dire que c'est normal de pas vouloir travailler à des chaleurs de 50 degrés et de faire de l'argent dans un milieu qui est créatif, avec un plafond, en fait, qui n'existe pas encore? Parce que plus tu mets l'effort, plus tu crées, plus techniquement, tu as des revenus. De ton côté, comment tu vois ça? Pas tanné un peu qu'on se voit comme étant des je sais pas comment dire, des victimes là-dedans. Je suis tellement d'accord avec toi, puis je pense qu'il faut aussi, tantôt vous en parliez, je pense qu'il faut pas non plus assumer que tous les jeunes veulent devenir créateurs de contenu. Oui, la majorité des jeunes ont les yeux rivés sur leur téléphone, mais c'est pas tout le monde qui a cette ambition-là de se montrer. Je suis certaine qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui voudraient être chauffeurs d'autobus. Parce que eux, la vie d'un chauffeur d'autobus, ça leur va, mais ils aimeraient ça que leur employeur leur donne la flexibilité d'avoir peut-être plus que 2 semaines de vacances, pas travailler des salaires de fou, puis pas avoir un salaire de crève-faim. Fait que je pense que on est comme un peu, faut pas assumer que tous les jeunes veulent à tout prix être connus. Je pense que c'est juste que au même titre que moi, je suis née, je voulais être actrice, je voulais faire de la télé, je voulais être Véronique Cloutier, mais là, c'est parce que ce rêve-là, il est plus tant atteignable si on parle de manière réaliste, tu sais. Puis maintenant, les opportunités sont en ligne. Puis là, j'ai jamais autant bien gagné ma vie avec autant de flexibilité, là. Je suis vraiment pas à plaindre. C'est intéressant, puis tu sais, je vous écoute tous les deux. Bon, je suis le vieux de la gang, là, finalement, mais parce que, bon, tu dis, c'est normal de pas pouvoir travailler dans une fonderie à 50 degrés, fine, ça m'attire pas particulièrement, mais quelqu'un doit le faire.
Puis c'est là où je posais la question à Rudy tantôt, qui est un peu une question rhétorique, mais si tous les jeunes étaient YouTubers, qui chaufferait l'autobus, là, qui fabriquerait des maisons, qui soignerait nos malades? À un moment donné, je comprends qu'on veuille aller vers ce type de métier-là de plus en plus. Puis les sondages, comme je le disais tout à l'heure, montrent qu'il y a de plus en plus d'appétit pour ces métiers-là. Puis tant mieux. Là, je dis pas que c'est pas une job, évidemment, ici, Naomi, mais mon point, c'est simplement, on dirait qu'on s'éloigne de ce qui est fondamental à la société pour aller plus vers une forme de... Je sais pas, là. Le divertissement, on pourrait dire. On a l'impression que c'est pas essentiel, mais ce l'est, c'est créatif, c'est du divertissement, c'est la culture. Comme il y a des créateurs de contenu qui sont représentés à travers le monde au Québec, qui représentent le Québec. Je pense que c'est pas un métier essentiel, on s'entend, mais c'est un métier qui a le droit d'exister. Mais moi, je continue de croire que c'est pas tout le monde qui peut être créateur de contenu. Puis il y a des gens qui, sincèrement, eux, seraient contents de travailler dans une fonderie, là. Comme je pense pas que c'est donner à tout le monde de faire de la création de contenu, puis c'est pas facile, là, tu t'exposes à des commentaires, il faut que tu te présentes, ça demande beaucoup, faut vraiment être assidu, puis il y a peu d'élus dans cette industrie-là, comme il y en a peu dans les industries créatives, c'est pas beaucoup de gens peuvent faire de la télé au Québec, là. Bon, question quiz en terminant. Naomi, si tu faisais pas ce que tu fais là puis que tu voulais pas revenir au journalisme, as-tu un plan C, un plan D? Moi, j'ai souvent dit que je deviendrais camionneur, personnellement. C'est juste ça. Ouais, moi, je sais que je fais pas ça toute ma vie. Je sais qu'en ce moment, j'ai les opportunités, ça se passe vraiment bien. Mais moi, mon grand rêve, c'est d'enseigner. Fait que j'irais dans un cégep enseigner les coms, c'est sûr à 100%. Puis sinon, avant ça, j'ouvre un café. Puis j'adore la grande variété. Je sais pas si tu es représentative de ta génération, Naomi Auger, mais c'est très rafraîchissant et intéressant de t'écouter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à l'émission. N'hésitez pas à la maison, dans la voiture, en rediffusion, à nous écrire au 187 Cube Radio si ça vous tente de continuer de participer à la conversation. Je vais un peu charcuter notre ami Philippe Richard-Bertrand à ce sujet-là, d'ailleurs, dans un instant.